Bonjour mesdames et messieurs, pardon, bonjour mesdames et messieurs, une minute. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le lundi 13 mars 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble pour 1 heure de temps. Et vous pouvez même participer à l'émission avec nous en nous appelant au numéro suivant, le 021 23 98 81, 021 23 98 91, nous poser des questions ou témoigner. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos interrogations et à écouter vos témoignages. Et le thème du jour est le suivant: développement des tout-petits, que sait-on de la psychologie de l'enfant? Alors, le bébé est à la fois une énigme et une source d'émerveillement. Dans les premières années de sa vie, il se développe rapidement et nous étonne constamment par l'étendue de sa capacité à apprendre et à évoluer. Aujourd'hui, nous allons parler du développement cognitif et affectif du bébé de 0 à 5 ans, explorer des questions importantes et comprendre comment nous pouvons soutenir au mieux le développement de nos petits bambins. Et pour cela, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Kautar Mazouz. Vous êtes pédopsychiatre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, toujours avec plaisir. Le plaisir est partagé comme à chaque fois. Et avec nous aussi, Madame Khadija Boukdarji, vous êtes coach de vie, bonjour. Bonjour Mounia, comment allez-vous? Très bien, merci. Alhamdoulilah, toujours un plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé merci, comme à chaque fois. Merci beaucoup. Et bien sûr, pour sa rubrique Wisher, Wahida Salim Sherif. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia, ça va, tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Alhamdoulilah, t'es rayonnante aujourd'hui. Effectivement. C'est un petit changement de look, on va dire. Ça te va très bien. Ça te va très bien. Merci, merci beaucoup. Alors, est-ce que le bébé est une argile? La première question, est-ce que le bébé est une argile que l'environnement modèle ou alors il a déjà des compétences dès la naissance? Donc, est-ce que dès la naissance, il a quelque chose ou il n'a rien du tout? C'est à partir de là qu'il commence à se développer. Alors, heureusement, avec le progrès de la science et la discipline de la pédopsychiatrie, avec son avènement, on a découvert justement que le bébé ne naît pas neuf. Donc, il vient équipé, il vient déjà prêt et avide justement pour entretenir et commencer une interaction avec l'environnement et beaucoup plus précisément ses parents. Donc, on le module, oui, en quelque sorte, parce que cet équipement, on va dire, il est à l'état brut. Donc, on va le façonner, le peaufiner, et à travers les stimulations et à travers les interactions multiples avec son environnement. D'accord, ah ben, très bien. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que vient de dire le docteur. Je voudrais dire que le bébé naît déjà prêt à avoir une interaction physique et émotionnelle. C'est-à-dire que certaines personnes ne peuvent pas comprendre qu'avec le développement de ce petit bébé qui grandit et par la suite devient un homme, certaines problématiques s'étaient déjà développées dès la naissance, surtout sur l'interaction émotionnelle. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire du pot à pot dès la naissance pour l'attachement. Absolument, oui. Absolument. Oui. Oui. Donc, on le conseille aux parents dès la naissance faire du pot à pot, c'est directement poser son enfant sur sa peau directement, pas sur les vêtements, et puis le laisser contre soi, ça le rassure? Oui, en fait, c'est pour leur expliquer encore que l'attachement n'est pas un processus qui vient avec le temps, comme on a l'habitude de croire ou comme on a cette fausse idée en fait acquise. En fait, l'attachement est un besoin inné, donc on est déjà avec l'avidité de rentrer en communication avec l'autre. Et ça, c'est un besoin déjà que l'on est avec. Et donc, quand on parle du pot à pot, c'est en fait l'interaction physique qui renforce l'affectif. Parce que peu de gens le savent, que l'acuité visuelle de l'enfant est très très faible. Donc, au moment de la naissance ou dès sa naissance, il ne peut pas vous reconnaître à travers ses compétences visuelles, mais à travers son odorat, exactement, et son ouïe. Et du coup, là, on préfère le pot à pot pour que le bébé sente et hume sa maman et la reconnaisse par la suite. D'accord, bah, très bien. Alors, les enfants sont au centre du monde des parents. C'est pour le dire, hein, dès qu'ils naissent, c'est bon, c'est la seule chose qui est le plus importante et tout ça. Mais est-ce que eux le savent? Est-ce qu'ils sont conscients d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont conscients de leur importance? Alors, dès la naissance, je dirais non. Oui. Puisqu'ils sont encore petits, il n'y a pas ce développement. Est-ce qu'il y a une interaction émotionnelle, une
question, c'est ça. On détecte que c'est ma maman, que c'est voilà, le plus la maman, puisqu'il y a ce bébé a vécu dans ce ventre pendant 9 mois, quand même un temps assez important. Il a été prouvé que cet enfant puisse reconnaître sa maman, même étant bébé. C'est pour ça qu'on préserve et on valorise le fait et on approfondit sur le fait d'avoir une interaction plus avec la maman et le papa dès les premiers jours afin qu'on puisse resserrer et refaire comme une petite plasticité puisqu'il y a un trauma de la naissance. Ce bébé était dans ce ventre, dans un environnement assez particulier et puis il est sorti. Ça, c'est un premier trauma que le bébé a dès la naissance. Et sachant si cette maman n'a pas comment dirais-je cet esprit d'allaiter, de porter son enfant, de lui parler, il reconnaît la voix de sa maman, de chanter peut-être les mêmes cantines qu'elle chantait avant, tout ça, c'est pour restimuler et solidifier le lien qu'ils avaient du départ. Il faut savoir que le lien se construit déjà pendant la grossesse. Exactement, du départ. Depuis qu'il est un petit fœtus, il est en train de construire ce lien avec sa maman. Surtout que le oui se développe déjà dans le ventre de la maman, n'est-ce pas? Exactement. Donc du coup, il écoute ce qui se passe à l'intérieur du corps de la maman, son cœur, il écoute sa voix. Donc c'est important aussi de lui parler avant sa naissance. Oui, moi je trouve que c'est très important. Et il est recommandé même au papa de faire les mêmes exercices que la maman fait, puisque ça va être un peu plus difficile de reconnaître son papa s'il est réellement absent de cette grossesse. D'accord. Voilà. Oui, docteur je rejoins son avis parfaitement. À vous dire la vérité, en fait, conscient ou pas conscient, ce sont des notions psychanalytiques qui sont très débattues en fait, par rapport à la conscience de soi. Ce qui est mignon à savoir, c'est que le bébé, à sa naissance, il n'a pas une conscience de soi, donc une existence, on va dire, somatique. Le soma et la psyché sont encore confondus, et donc il se croit le prolongement de sa mère. Il n'a pas conscience qu'il soit un être à part entière, mais il se voit un prolongement d'un autre être. Ce qu'on appelle aussi dans certaines approches à la Bowlby ou à la Winnicott, il se voit dans les yeux de sa mère. Donc c'est les yeux de la maman qui reflètent son état d'âme. Donc à un moment donné, et avant l'acquisition d'un moi, ce qui est une notion psychanalytique, le bébé n'a pas conscience de sa propre existence, mais c'est toujours avec son caregiver. On dit maman généralement parce que ce sont les mœurs sociales qui ont fait que la maman soit le caregiver, ce qui veut dire le donneur de soins, mais le bébé n'existe pas seul. C'est-à-dire, s'il y a une personne aimante, une personne disponible, une personne à l'écoute, tendre et attentive à ses besoins, il va se sentir bien avec elle. Qu'elle soit sa maman, sa tante, sa grand-mère, il ne différencie pas le rôle biologique, mais il voit une présence. Et cette présence, elle va stimuler son moi pour qu'il se sente existant. Une représentation maternelle, tout simplement, pas forcément la maman. Oui, tout à fait. C'est pour ça que le papa est une figure maternelle. Une figure maternelle, voilà. C'est pour ça que la présence du papa est importante dès les premiers jours. Très importante, oui. Donc, il faut être présent, changer les couches, donner le biberon. Il faut être présent pour justement créer cette hiérarchie. Oui, justement, il faut le dire, justement. Il faut être présent, faire le lever le soir, le changement, pourquoi pas donner le biberon, être présent dans le bain, toutes les petites activités que généralement dans notre société la maman le fait seule, mais au jour d'aujourd'hui c'est une société moderne, c'est des hommes modernes, alhamdoulilah, et ils aiment, ils contribuent, ils commencent dès la première échographie à être présents dans leur futur rôle de papa. Ah bah, très bien, ils sont beaucoup plus impliqués, c'est vrai qu'on l'a remarqué, c'est vrai que les mamans ont tendance à dire je sais de quoi il a besoin, je le ressens, je suis sa maman, il était en moi, donc
je suis la mieux placée pour comprendre. Et on a tendance à un peu écarter le papa sans le vouloir. Sans le vouloir, c'est pas faux. C'est pas faux. En fait, cette prédiction, ce pressentiment, il est scientifiquement prouvé. Ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire, c'est un état d'âme hormonal et un état tout à fait physiologique, ce qu'on appelle la maladie normale de la maman. C'est un état dans lequel se trouve la maman quelques semaines après son accouchement. Cet état d'hypersensibilité, cet état de fatigue, et la rend carrément préoccupée par son bébé. Donc, elle va être à sa disposition et comme quoi programmée pour répondre à ses besoins. Et donc, cette préoccupation maternelle fait que la maman, par exemple, à partir d'un cri, elle peut reconnaître si c'est un cri de détresse, un cri de faim, un cri de dégoût. Elle le reconnaît mieux que le papa. C'est la biologie qui en a fait ainsi. Mais la présence paternelle et la présence d'une deuxième figure maternelle fait que l'hiérarchie du bébé soit convenablement faite. Et donc, en cas d'absence ou de fatigue de la maman qui a le rôle principal, le bébé ne va pas se sentir frustré parce qu'il est secondé par une autre personne. Très bien. D'accord, très bien. Tout à fait, je vous rejoins. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler des grandes étapes justement du développement du bébé. Alors pourquoi est-il important de les connaître pour les parents, ces étapes-là ? Parce que souvent, les parents ils ignorent certaines choses. Oui. Ils ignorent qu'allaiter son enfant d'une manière traditionnelle est très importante pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, pour le développement sain, pour beaucoup de choses. Et au jour d'aujourd'hui, on va dire le modernisme a impacté. C'est prouvé par la religion, c'est prouvé par la science. Beaucoup de sociétés modernes reviennent à ça maintenant, et soutiennent cette étape très importante. Le parler à son enfant, le laisser interagir, lui expliquer, lui parler correctement. Toutes ces choses-là, on a tendance à parler avec son enfant, même tout petit, à casser les mots, à diminuer, à restreindre, à modifier. Mais on ne sait pas que cet enfant, comme vient de dire le docteur tout au début, c'est une feuille blanche où on est en train d'incorporer, de bâtir, d'apprendre, alors que normalement l'apprentissage doit être correct et sain. D'accord. Ne pas tomber dans... Un langage qu'on appelle le mamané, n'est-ce pas? C'est le langage bébé. Voilà, le langage bébé, oui. On a tendance à mettre des mots mignons et tout ça. C'est pas grave. Voilà. Au contraire, au début, c'est recommandé justement parce que, en fait, je vais reprendre d'abord la question. Oui, la première question. Pourquoi c'est important de connaître ces étapes? Voilà. D'abord, il faut définir c'est quoi un développement pour que les parents sachent de quoi l'on parle. Le développement, il fait référence à un changement et un changement dans le sens positif. C'est-à-dire, on acquiert des acquisitions que l'on n'avait pas. Et il est intimement lié au temps. Quand on étudie le développement, c'est toujours par rapport aux acquisitions que l'on peut avoir ou que l'on peut changer par rapport à un âge déterminé. Pourquoi est-il important de savoir et de connaître les étapes du développement? Pour savoir d'abord, pour être rassuré que mon bébé n'est pas en retard ou en avance, pour ne pas le surstimuler et justement pour ne pas l'angoisser et pour ne pas se stresser par rapport à certaines étapes que par exemple mon neveu a fait et que mon bébé n'a pas encore fait. On a tendance à comparer. Oui. Très mauvais. Donc quand on connaît les étapes du développement et quand on connaît le pourquoi du développement, on est rassuré. D'abord, il faut savoir que le développement a on en parle généralement de quatre axes qui sont super importants. On parle de la sensorialité, de la motricité, de la cognition et de la communication. Ça, quand il s'agit d'un développement psychomoteur. Quand on parle du développement cognitif, c'est une autre paire de manches. Quand on parle du développement social, c'en est une autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces développements dans différents domaines, il y a une synergie et tout se fait en même temps. À l'échelle pédagogique, on étudie chaque développement à part, mais tout se fait en même temps et c'est ce qui fait la complexité de l'être. Pourquoi est-il important de savoir ces étapes aussi? Parce que quand on maîtrise le doute, quand on maîtrise les incertitudes, on est
plus à l'aise. Et donc, on donne à ce bébé la chance de se développer et de lui donner le temps de faire son développement à l'aise sans essayer de précipiter les choses ou de les catalyser. Oui. Voilà. Souvent, on est inquiet parce qu'on ne sait pas et on compare par rapport aux autres enfants. On le fait souvent, oui. Le neveu, il a marché avant, ou le neveu a parlé avant, il a eu ses dents, il a eu ceci ou cela, ou le neveu, il sait prendre le stylo, pas mon fils ou ma fille. On a tendance à comparer alors qu'il faut comprendre que chaque enfant est unique et qu'il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. Et à son rythme. Il faut aussi savoir que les étapes du développement ne sont pas ponctuelles. C'est-à-dire, on n'en parle pas d'un point dans le repère temporel. Il faut faire ceci à 4 mois, il faut faire ceci à 6 mois. Là, on parle beaucoup plus d'intervalles et beaucoup plus. L'importance n'est pas dans l'acquisition, mais dans la succession. Est-ce que je peux expliquer ça? Parce que c'est très important. La succession, il ne faut pas s'attendre à ce que, par exemple, un enfant fasse un stade et puis se développe vers un autre. Le plus important, c'est que l'acquisition précédente se fasse ensuite, que la prochaine se fasse encore. La première acquisition va permettre à la deuxième de se faire. Donc il faut respecter l'homogénéité de la succession et pas la ponctualité du développement. D'accord. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a tendance à aller voir sur Internet. Et sur Internet, on trouve un peu de tout, et n'importe quoi surtout. Et souvent, on lit que, voilà, à tel âge, normalement, il doit avoir fait ça. À tel âge, il doit avoir fait ça. Et après, on voit son enfant, on se dit, non, je crois qu'il y a un souci, je vais aller consulter, ou je commence à essayer de forcer l'enfant à essayer d'apprendre ce genre de choses, ou le faire marcher, ou autre chose, alors qu'il faut plutôt être zen. Oui. Mais aussi, il faut savoir que le développement chez l'enfant diffère d'un enfant à un autre. Il y a certains enfants, par exemple, qui font leurs dents plus tôt que certains. Que d'autres plutôt, pardon. Il y a ceux qui commencent à marcher, puis tardivement développent leur dentition. Chacun, il y a des enfants qui parlent plus tôt, il y a des enfants qui parlent plus tard. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre tous les enfants dans le même moule. Oui, exactement. Et souvent, on dit que celui qui marche le plus tôt parlera le plus tard. C'est vrai? Non, pas tout à fait. C'est ce qu'on nous dit. Ce sont des idées reçues. Il faut juste simplifier le concept en comparant les enfants, les bébés surtout, à des graines de maïs. C'est comme quand on les met à... Du popcorn. Exactement. Quand on veut faire du popcorn, chacun explose à sa manière, mais on finit par avoir du popcorn et la gamme totale. Mais toutefois, il faut savoir aussi qu'il y a des intervalles. Donc, il y a des parents qui ont le droit de s'inquiéter et quand on a des doutes, vaudrait mieux consulter un spécialiste et très bien. Trancher. Voilà, très bien. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir un sujet justement qui va parler du développement de l'enfant que nous propose Yasmine Blehidja, notre journaliste. Un enfant colérique ou têtu, c'est souvent un enfant qui se sent en danger émotionnellement. Quel que soit son caractère, les calmer avec douceur et bienveillance reste la meilleure méthode. Moi, je trouve que maintenant, nos enfants, je t'ai dit, c'est tout pour nous. C'est la prunelle de nos yeux. Du coup, tout ce qu'ils veulent, à peine ils disent « Maman, je veux gâteau », tout de suite, le gâteau, il est dans le sac. Tu lui donnes. « Maman, je veux la glace », tiens, mon fils, tiens, ma fille. On n'est pas, comment te dire. Nos parents, subhanallah, ils savaient ce que c'était que l'enfant. Nous, on veut trop les gâter. Nous, nos enfants, je ne vais pas mentir, la plupart, ils sont pourris gâtés. Hein. Zédo pourri gâté. Surtout les premiers. Les derniers aussi, mais les premiers, c'est comme c'est le premier, du coup, tu connais pas. T'achètes, tu vois. Mais le deuxième, non, le deuxième, c'est autre chose. Et même, t'es plus sévère avec le premier qu'avec le deuxième, subhanallah. Et le dernier, n'en parlons pas. La psychologie de l'enfant, c'est le tout. C'est la base d'ailleurs. Parce qu'un enfant bien traité, c'est un enfant qui est équilibré et qui a un bon avenir. Et un enfant, quand il a un manque sur tous les plans, surtout psychologique, il va avoir des déséquilibres. Et puis c'est difficile après de rattraper certaines habitudes qu'il peut inclure. C'est une page vierge, lui donner les jeux adaptifs parce qu'il faut faire attention. Beaucoup de mamans en ce moment, l'enfant, on le remplace par la télé ou le temps de travailler.
on laisse l'enfant se rattraper par exemple des émissions enfantines qui peuvent être aussi inoffensives pour son esprit. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à revoir, des capacités et des jeux adaptés à l'enfant, surtout qu'il est en plein développement. Vous savez, on était tous des enfants. On a passé, c'est-à-dire un adulte, il est passé par l'enfance. Et l'enfant, c'est la base d'un adulte. Très important. Un enfant, on doit l'éduquer d'une manière psychologique, d'une manière très douce. C'est-à-dire, on doit lui montrer des exemples, on doit lui donner pas mal de choses à voir. Il ne faut pas le gronder. Même s'il fait quelque chose, il faut lui montrer comme quoi ça c'est mal, c'est pas bon. Et essayer de communiquer avec l'enfant. Parce que nous, on ne communique pas avec nos enfants. On fait une chose, il fait quelque chose, ah c'est mal. Mais le papa, il a fait pire que lui. Il faut faire le maximum pour prendre votre fils comme un ami, pas comme un enfant. C'est très important. Si on lie une amitié avec son fils va devenir un adulte avant son heure. C'est très important. Voilà. Donc on était en train de réagir par rapport au sujet. Alors il y avait une dame qui disait que si on rate le début, on ne peut pas remodeler, c'est vrai? Vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord parce qu'à n'importe quel moment, on peut reprendre. Après, le travail va être plus approfondi, plus difficile. Je suis d'accord avec ça. Mais à tout moment, on peut rattraper. Oui. À tout moment. Je voudrais reprendre Shakespeare qui dit « tout est bien qui finit bien », mais dire que les interactions précoces aussi ont leur importance. Bien sûr. C'est pas si qu'on rate le début, on n'a pas le droit de reprendre ou de réparer, mais c'est très important et il faut dire que ça laisse des traces. D'où l'importance de faire prendre conscience aux parents qu'on ne naît pas parent, on le devient. Il y a un processus de parentalité qu'il faut apprendre à nos parents, qu'il y a des compétences parentales, qu'il y a un savoir-faire à apprendre. Donc il n'y a pas de mal de dire que je ne sais pas, que je ne suis pas une bonne maman, mais je le deviendrai, et ça c'est une bonne chose. Dire que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain est effectivement vrai, parce que si on continue sur le mauvais chemin, bien entendu, on aura un résultat raté. C'est en modelant l'enfant d'aujourd'hui qu'on fera un bon adulte demain. Tout à fait. Et est-ce que l'enfant a la mémoire de ce qui se passe de 0 à 5 ans à peu près? Est-ce qu'il a, parce que là, comme ça, vous me direz, vous me demanderiez, est-ce que je me rappelle de mes 4 ans, 5 ans? Je vous dirais, aucune idée, je ne m'en rappelle pas. Mais est-ce que ça laisse quand même une trace sur l'adulte? C'est une question hyper importante et qui était très très débattue par rapport aux traces mnésiques qu'a un enfant ou pas. En fait, elle est très débattue et encore, il n'y a pas de conclusion scientifique là-dessus, mais on dit que certains traumatismes que subissent certains enfants reprennent après. Donc, on est un peu dans l'iceberg de la psychanalyse, les choses qu'on refoule et les choses qu'on ne voit pas. L'on parle même de certains traumatismes des enfants prématurés, lorsqu'ils sont vraiment dans la couveuse et quand ils sont séparés de leur maman et quand ils sont souvent piqués parce qu'il y a beaucoup d'injections à faire. Il y a des traumatismes somatiques qui réapparaissent plus tard. Ceci dit, ça reste des théories psychanalytiques, l'on n'est pas encore sûr, mais on parle de traces mnésiques. Le traumatisme, de manière générale ou de manière refoulée, on n'en est pas encore sûr, mais certainement, il doit y avoir des traces. Mais peut-être qu'on a aussi des odeurs qui nous rappellent à une certaine période de notre enfance, mais on n'arrive pas à situer si c'est moins de 5 ans ou après 5 ans. Parce que moi, personnellement, parfois, j'ai un parfum qui me revient, je me dis, ah, ça me rappelle mon enfance, ma petite enfance, mais j'ai du mal à situer en quelle année j'ai senti ce parfum ou j'ai goûté ce goût. Généralement, on ne peut pas le savoir parce que déjà, le cerveau est en pleine plasticité et en plein de changements. D'ailleurs, il n'acquiert sa maturité qu'à partir de l'âge de 18 ans. On va parler d'un cerveau, d'un cortex préfrontal plus ou moins mature. Donc, on ne peut pas avoir
avoir les compétences et, scientifiques exactes pour revenir et pour savoir à quel moment exact la mémoire traumatique de l'enfant peut être fonctionnelle. Très bien. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on parle du développement des tout-petits, de 0 à 5 ans. Donc, si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, vous n'avez qu'à composer le numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, on parle de ces étapes, mais quelles sont exactement ces étapes, docteur ? D'abord, il faut savoir de quel développement l'on parle. Est-ce que l'on parle du développement psychomoteur, du développement cognitif, du développement social, comme j'ai précédemment dit. Alors, les étapes, généralement, ce sont des repères d'intervalle. Donc, quand on parle de la motricité, de la psychomotricité de l'enfant, on parle généralement à quel âge il devrait, entre guillemets, marcher, parler, gazouiller, avaler, par exemple, tenir la main, etc. En fait, par rapport à ces étapes, il y a une succession. C'est-à-dire, il y a des compétences que l'on devrait acquérir avant d'autres. Par exemple, à l'âge déjà de on va dire 6 semaines, oui. On a la compétence de faire un sourire social, c'est-à-dire répondre socialement et volontairement et interagir avec l'autre. Par exemple, le rompé ou la marche sur 4 pattes, elle vient vers, par exemple, la tonicité, la tenue de la tête, etc. Elle vient juste avant le marché pour avoir une tonicité du corps qui lui permet après de marcher. Donc, cette succession qui est importante est en fait pas la ponctualité à 4 mois, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, à 6 mois, qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Oui. Donc, c'est ce qu'on devrait expliquer aux parents. Justement, on rassure justement les parents, ne vous fiez pas à ce qui est écrit sur Internet, il ne faut pas se dire que voilà, à 4 mois, il ne s'est pas retourné, donc ça ne va pas. Mais quand même, l'instinct maternel, on y croit, et si on sent quelque chose, on consulte. Tout à fait. Voilà. Et donc, dans le développement, émotionnel, alors, comment ça se développe chez les tout-petits ? Le développement psychoaffectif était aussi une très très grande énigme par rapport à l'enfant. Est-ce que le bébé ressent des émotions ? Oui, effectivement, l'on est avec des émotions de base. Certains parlent de 4 émotions de base, d'autres 6, entre autres la tristesse, la joie, la colère et la surprise. Il y en a d'autres qui rajoutent le dégoût et la déception. Et donc, à un moment donné, il faut savoir que cet être est une personne. Donc, le bébé est une personne. Même s'il n'a pas conscience de lui. Même s'il n'a pas conscience tout à fait de lui, donc de son être, mais il a des émotions et c'est ce genre d'émotions et cet équipement, surtout de réflexes archaïques, qui lui permet de rentrer en contact avec le monde. C'est vrai qu'il est un peu dans l'action réflexe, c'est-à-dire dans les réactions et pas dans le volontaire proprement dit, mais ça ne l'empêche pas de rentrer en interaction avec l'autre. Par rapport aux affects, l'affect se développe aussi. C'est ce qui est très ambigu et très inacceptable pour certains, qu'on développe nos émotions, on développe nos réactions par rapport à certaines expériences vécues. Ce qu'on appelle aussi le modèle de l'éducation que donnent les parents à leurs enfants. Généralement, on laisse la nature faire ses choses, faire son rôle, lui, mais il y a aussi l'interaction de l'environnement et son implication. Les plantes poussent, les moutons s'élèvent, mais les enfants grandissent. Et ça, il faut le savoir. Donc, il faut faire un accompagnement parce que l'enfant est déjà équipé et veut rentrer en contact avec vous. Justement, il rentre souvent... Attendez, nous avons un appel. J'allais vous demander... Nous avons Sarah qui est avec nous, Sarah d'Alger. Bonjour, Sarah. Oui, bonjour, Monia. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Alhamdoulilah, très bien, merci. Alors, vous avez une question, un témoignage? En ligne. Oui. Voilà, alors moi, avant tout, je voulais vous remercier ainsi qu'aux invités. Est-ce que vous pouvez juste diminuer le son de votre téléviseur parce qu'on s'entend un petit peu et on a du mal à vous écouter? Alors, voilà. Je quitte mon salon, et carrément dans une autre. Très bien. Voilà. Je vous disais, c'est pour vous, d'abord, pour vos émissions qui sont vraiment, je trouve,
bien choisi et d'une importance très cruciale pour les parents. Merci. Ça nous énormément de... Notre devoir, justement, c'est d'essayer de vous éclairer, de vous accompagner, de vous aider au maximum. Eh ben, je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous faites et ainsi qu'à tous les invités qui sont souvent présents avec. Merci. Moi, j'ai appelé aujourd'hui, c'est par rapport à cette émission qui m'a beaucoup intéressée. D'accord. Et notamment par rapport au développement justement des tout petits qui vont plus tard bien sûr vont former les adultes futurs. Ce que je voudrais justement savoir, alors vous êtes grand-mère et vous gardez votre petit-fils, c'est ça? Alors oui, entre autres, je suis grand-mère actuellement, jeune grand-mère bien sûr. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est la situation dans laquelle mon petit-fils actuellement. Le fait qu'il soit avec vous, vous voulez nous poser des questions par rapport à son développement affectif, c'est cela? Affectif et psychologique. Oui. Parce que il traverse une situation un petit peu, disons, compliquée. Oui. Critique et inhabituelle, on va dire. D'accord. Je vais résumer. En gros, les parents sont forcés. D'accord. Donc les parents et sont la garde la garde partagée. D'accord. À savoir que le petit, donc il y a 4 ans et demi, vit un peu chez papa et un peu chez maman et avec vous aussi. Alors une semaine chez le papa et une semaine chez la maman. D'accord. Moi je le prends occasionnellement. Vraiment, voilà. Alors ce qui se passe, c'est que je ne sais pas à son âge, est-ce qu'il peut comprendre la situation, c'est cela? Voilà. S'il comprend réellement, s'il trouve que c'est normal, puisque je vais préciser que cette situation dure depuis l'âge de 2 ans. D'accord. Déjà, ça fait 2 ans et demi qu'il vit cette situation. D'accord, très bien. Alors, on va essayer je crois qu'elle n'est plus avec nous. On n'entend plus. Donc, elle est mamie d'un petit garçon, ses parents sont divorcés. Depuis 2 ans, ça se passe mal, voilà. Oui, on a perdu l'appel, donc on vient me le dire. Donc, depuis 2 ans, ça se passe mal. Et maintenant que les parents sont divorcés, une semaine chez papa, une semaine chez maman, est-ce que ça aura des impacts sur le petit? Oui. Est-ce que ça va marquer ce petit et comment réagir par rapport à ça justement? Indéniablement sont culpabilisés les parents ou les couples qui divorcent, mais le noyau familial, quand il est explosé, ça va avoir des impacts, ça on le sait et c'est indéniable. Oui. Sauf qu'à un moment donné ou à un âge donné, on peut expliquer à cet enfant que papa et maman ne vivent plus ensemble. On lui explique clairement, on lui explique très clairement, parce qu'ils ont l'intelligence et la compétence nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Il vaudrait mieux leur expliquer que les laisser faire des explications eux-mêmes et qui sont parfois erronées. Voilà. Donc, le plus important, c'est que cet enfant soit pas pris en charge parce que l'enfant n'est pas une charge. Il faut en prendre soin. Donc, il faut que cet enfant soit entouré et que les 2 figures parentales soient présentes. On peut leur expliquer avec des manières un peu plus concrètes parce qu'il n'a pas l'âge de comprendre l'abstrait, les aléas de la vie, qu'on peut comme quoi être en entente mais on ne vit pas ensemble. Mais essayer à travers des contes, essayer à travers des histoires, essayer à travers des exemples, des fables, lui expliquer comme quoi que papa et maman t'aiment, mais malheureusement pour une raison ou une autre, on ne peut pas vivre tous les 3 ensemble. D'accord. Voilà. Moi, je voudrais dire que l'explication doit se faire
du moment que les deux parties ont décidé de ne plus vivre ensemble. Parce que cela, si cet enfant va être, cet événement va être à son insu, il va encore avoir un autre traumatisme. Au lieu de subir la situation, il faudrait qu'il participe. Exactement. C'est-à-dire qu'on était dans une seule maison avec ma maman et mon papa et soudainement, à mon insu, je me retrouve ou bien chez mamie, ou bien avec maman quelque part, ou bien avec papa quelque part. Tout son monde va être détruit comme ça. C'est-à-dire que cet enfant-là, on doit le préparer, comme vient de dire le docteur, avec une explication adaptée à son âge et pouvoir continuer, devoir continuer à exécuter nos rôles respectifs et puis à avoir cette conscience de continuer à donner de l'importance comme au départ, ou comme quand on était dans la même maison, pour que cet enfant garde sa stabilité émotionnelle. C'est très important. Il faut penser tout d'abord à l'enfant, à son bien-être. Exactement. Mettre de côté les chamailleries d'adultes. Toujours. Avec devant l'enfant, ne pas se bagarrer. Déculpabiliser. Exactement. Parce que souvent, voilà, quand on ne dit pas à l'enfant que voilà, on ne s'entend plus, papa et... C'était à cause de moi, et que c'est à cause de moi, et ça sera à cause de moi. Voilà, c'est ça, et surtout là, quand c'est un âge 4 ans, c'est vrai, mais il peut expliquer parce qu'il est beaucoup plus réceptif, mais à un moment donné où les couples divorcent et lorsque l'enfant doit faire le choix de la garde, ça c'est encore plus compliqué, parce que là, il se sent vraiment coupable et culpabilise d'avoir choisi un parent au détriment d'un autre. D'accord. Très bien, j'espère qu'on a répondu à la question de Sarah et j'espère qu'on l'a éclairé. Donc si vous voulez nous poser des questions ou si vous voulez témoigner, un seul numéro que je vais vous rappeler, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors juste avant l'appel, on parlait de communication, de l'enfant quand il communique. Souvent quand il est bébé, il communique d'une seule façon, c'est les pleurs. Et puis on a tendance à dire aux mamans, laissez-le pleurer, il va se faire la voix ou il va prendre l'habitude pour qu'il ne soit pas trop attaché à toi ou mettre le filou, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on doit laisser pleurer bébé ou pas? Erreur fatale. Erreur fatale. La colère. Erreur fatale. Parce que l'enfant, il a besoin il est dans la frustration. Donc, le seul moyen, comme vous dites, entre autres, de communiquer, c'est à travers les pleurs. Mais avec l'intensité des pleurs, on va par la suite comprendre s'il est en colère, s'il est dérangé, s'il faut le changer, s'il faut lui donner le sein, etc. Et le laisser pleurer, c'est-à-dire ne pas être présent et ne pas répondre à son besoin, donc le frustrer. Et encore, augmenter ses angoisses et lui dire d'une façon indirecte qu'on n'est pas à ta disposition et qu'on n'est pas présent. Alors, le sentiment justement de ce prolongement n'y serait plus et l'existence de soi n'y serait plus. On dépend de l'autre, l'enfant dépend intimement de l'existence de la figure qui en prend soin et c'est très très important qu'elle soit disponible et à sa disposition, surtout les premiers temps. Le ménage peut attendre, la vaisselle peut attendre, tout peut attendre, mais le bébé ne doit pas attendre. Tout attend. كما تقول ماما بالعامية تقول لك الناس يسقسيوك على ولادك ما يسقسيوكش على شغل دارك. C'est-à-dire que votre ménage il peut attendre, mais il faut savoir identifier les pleurs et il faut savoir que quand votre enfant a des pleurs aigus, c'est-à-dire qu'il est en colère, c'est de là que commence cet état de colère. C'est-à-dire, subhanallah, étant petit, c'est un cumul qui après va se construire et se développer et être schématisé par la suite. Bien sûr, à force de le frustrer à chaque fois, on peut en faire un enfant tyran. Tyran. Oui, parce que c'est d'un attachement désorganisé. On parle d'un attachement désorganisé lorsque la maman n'est pas présente. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une maman ayant une pathologie assez lourde ou un antécédent psychiatrique, surtout les mamans dépressives et les mamans atteintes de postpartum. Non, pas le postpartum. Je parle de dépression maladie, pas de baby blues. Mais le baby blues parce qu'il est à un moment plus ou moins physiologique. Mais je parle carrément de maman bipolaire, dépressive ou carrément atteinte de schizophrénie. Là où la disponibilité maternelle est vraiment effacée. Et là, on assiste à un attachement, ce qu'on appelle un attachement désorganisé. Là où l'enfant constitue
un noyau de personnalité pathologique. D'accord, à ce moment-là, il faut toujours se faire aider. Oui. Quand on est dans cette situation, avoir toujours quelqu'un avec soi pour répondre aux appels de bébé si on n'arrive pas. C'est ce que j'ai dit au début. Le luxueux, c'est que ce soit les parents, mais l'enfant a besoin d'une présence et d'un soutien et d'une réponse à ses besoins. D'accord, très bien. Le temps passe tellement vite. On vient de me rappeler le temps et je vois qu'on n'a pas tout développé. On va essayer d'aller vite. Alors, le rôle des parents est aussi important. Donc, on l'a dit, c'est important dans l'éducation des enfants. Il faut qu'ils soient là. On a parlé, je veux juste revenir sur un point. Quand l'enfant prend conscience de soi et qu'il n'est plus le prolongement de sa maman. Cette période assez compliquée et difficile pour la maman et pour l'enfant aussi, parce que c'est un défi pour les deux. Parce que dès que maman disparaît, le bébé commence à pleurer. On appelle ça l'angoisse de séparation. L'angoisse de séparation. C'est à peu près, je sais, c'est pas une question d'âge, de période et tout ça, donc c'est à peu près à quel moment et comment doit-on réagir à ce moment-là? À un moment donné, on parle d'abord de l'anxiété. Avant l'anxiété de séparation, on parle de l'angoisse de l'étranger. C'est-à-dire le bébé, quand il reconnaît le visage qui lui est pas familier, il est en sursaut, il est choqué, il est limite désagréable, il pleure, etc. Je rassure les mamans justement que c'est normal et c'est le contraire qui aurait dérangé, parce que si votre bébé n'arrive pas à reconnaître le soi du non-soi et le familier du non-familier et ce qui lui est habituel de ce qui n'y est pas habituel, c'est ça le problème. Quand il arrive à faire cette anxiété de séparation ou cette angoisse de l'étranger, c'est qu'il arrive à faire sa zone de confort et reconnaître la zone de non-confort. Et par exemple, certains enfants qui ont des traits autistiques, ils n'arrivent justement pas à acquérir cette angoisse de l'étranger qui normalement doit être acquise vers les 8 mois. D'accord. Alors très bien, nous avons un autre appel. C'est Atira qui nous appelle d'Alger. Alors Atira, bonjour. Allô, bonjour. Ça va? Bonjour madame, ça va. Je vous félicite pour cette émission qui est très intéressante. Voilà. Moi, j'appelle pour témoigner au sujet de l'enfant. Je parle de notre cas, nous. Moi, j'ai ma fille qui a divorcé. Son fils avait exactement 8 ans. D'accord. Donc, c'est un gosse qui a bien connu son père puisqu'il a vécu avec lui 8 ans. Bon. Et le père, je m'en fiche du divorce. Et il est parti, il n'a plus voulu voir son fils. D'accord. Son fils. Et le petit, moi, c'est pour ne pas inquiéter les parents. Le petit, il n'y a que la maman qui s'est occupée de lui. Donc, c'est pour vous dire que ce gosse a bien connu son père, 8 ans, il a été avec lui. Eh bien, il a fait des études, il est ingénieur maintenant. Et moi, je suis la grand-mère, je me suis bien occupée de lui. Et ma fille aussi, elle s'est occupée de son fils. Donc, moi, c'est surtout pour témoigner, pour ne pas inquiéter, parce que les parents, quand ils voient un enfant de 2 ans et que les parents divorcent, ils se disent il va être traumatisé. Non, si la mère le prend bien en charge au Kamel, alhamdoulilah, il sera bien développé et ça ira très très bien pour lui. Parce que j'ai entendu une dame qui a dit, elle s'inquiète pour son fils dont les parents sont divorcés. C'est uniquement pour ça. Donc, et mon petit-fils, il a fait des études et ça va très bien. Sa maman s'est bien occupée de lui. C'est pour parler de l'enfant. Moi, c'est pas pour parler du cas du divorce. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on s'inquiète toujours et je vois, j'ai beaucoup de voisines. Vous devriez prendre une émission, c'est très intéressant chez vous, les cas de divorce dont les papas abandonnent les enfants, ils ne veulent plus les voir. Oui, on a l'intention justement de faire une émission sur la répercussion du divorce sur les enfants, c'est déjà programmé. Merci en tout cas pour votre témoignage, ça rassurera des parents. Merci encore à Atira. Voilà, il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est vrai que, d'ailleurs même il y a des enfants qui sont avec les parents, avec les deux, et ils ont des problèmes de psychologie ou Kemet. Voilà. Merci beaucoup Atira, bonne journée à vous. Merci pour votre témoignage. Je vous embrasse et continuez, c'est très très bien, c'est très intéressant, je suis toujours votre émission. Merci infiniment. Donc voilà, même si on sait s'occuper de son enfant,
Oui, comme vient de dire la dame, il y a eu une présence et puis il a été bien accompagné. C'est très important. C'est comme ceux qui ne divorcent pas, mais un des parents décède et puis la vie, elle continue quand même. Voilà. C'est à peu près la même chose. Exactement. Il faut savoir qu'un enfant a besoin d'une maman ou d'un papa équilibré, conscient et présent. Plus que d'être dans un foyer où c'est la déchirure constante et l'abondance des rôles importants. Voilà. Alors, on va passer à la rubrique de Wahida Salem Chif, parce qu'on sait très bien que l'enfant, quand il apprend, il commence par apprendre à travers le jeu, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc le Wahida va nous proposer des jeux qu'on fait avec les tout petits, juste après ceci. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est ce qu'on était en train de dire. Alors Wahida, vas-y. Justement, aujourd'hui, moi, je vous propose des jeux à faire à la maison avec les petits-enfants. C'est pour inclure le processus cognitif, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, comme la perception, l'apprentissage, la mémoire, le langage et la pensée. Donc, c'est très important chez les tout-petits. Quand on dit petit enfant, c'est de 0 à 5 ans, n'est-ce pas, mesdames? Voilà, donc dès la naissance, le bébé se développe à un rythme accéléré. Donc, entre 0 et 6 mois, le bébé s'intéresse déjà à ce qui l'entoure. Donc, il est en mesure de reconnaître les personnes et certains bruits et odeurs aussi, mais aussi il peut reconnaître certains objets. Vous avez vu, déjà on avait parlé dans nos précédentes émissions sur l'importance d'avoir des petits doudous ou des jouets autour du petit. Donc du petit, il pourra, en fait, entre 0 et 6 ans, il peut les reconnaître. Donc je vais vous donner un petit exercice pour les mamans. Prenez votre enfant, quand il a entre 0 et 6 mois, vous le mettez à plat ventre, vous mettez autour de lui ces petits jouets qu'il a l'habitude de voir autour de lui. Qu'est-ce qu'il va faire avec des couleurs bien sûr vives? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de les rattraper. Donc ça, c'est un exercice pour le petit. N'est-ce pas, docteur? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, à partir de 6 mois, l'enfant commence à manifester une intention de ses comportements. Par exemple, s'il voit son biberon, il va faire ça. S'il voit sa couche, il va faire ça. Donc, il arrive à identifier et à savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, n'allez pas directement donner le biberon à l'enfant, laissez-le quelques secondes, histoire de voir sa réaction et histoire de l'habituer à certaines routines journalières. Donc, faites des jeux de coucou à partir de 6 mois. C'est-à-dire qu'on peut soit faire le coucou qu'on a l'habitude de faire, même si on en rigole et on a l'impression que c'est un peu débile de notre part en tant qu'adulte, mais c'est très important. On peut même faire des jeux de coucou avec des draps. Donc, on cache des jouets, les objets que l'enfant a l'habitude d'utiliser, toujours utilisant les objets que les enfants ont l'habitude d'utiliser, on les couvre et on va essayer de les faire découvrir. Et puis l'enfant, il va remarquer. Et de temps à autre, je retire certains objets, je les cache. Donc par exemple, au départ, je prends 5 jouets ou 5 objets que l'enfant reconnaît. Il va regarder, je cache et je fais « Oups, ils sont où ?» Et on va essayer de voir s'il a remarqué qu'un objet a disparu ou pas. En fait, justement, quand on cache quelque chose, il a l'impression que la chose a disparu totalement. Voilà. Et c'est ce qu'on recommande aux mamans avant d'inscrire ou de mettre leurs enfants en crèche, c'est de leur faire le jeu de coucou justement pour préparer cette permanence de l'objet. Voilà. C'est-à-dire, je suis cachée, ça ne veut pas dire que j'ai totalement disparu, mais que je peux réapparaître. Et ça travaille justement cette angoisse de séparation. Surtout quand arrive le moment de la crèche. C'est un excellent jeu pour la préparation de l'anxiété de séparation. Donc voilà, c'est important de jouer au jeu de coucou. Donc entre 1 an et 2 ans, jouer avec les enfants devant un miroir, parce qu'à partir de 2 ans, l'enfant il va commencer, enfin à partir de 1 an, il va s'identifier face à un miroir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On prend un maquillage ou bien la peinture qu'on a l'habitude de dessiner sur les visages et on fait des petits dessins ou du coloriage sur le visage des enfants. Déjà pour pouvoir s'identifier, pour voir que même si on met des couleurs, si on va les enlever, c'est toujours la même personne. Oui, et aussi pour la reconnaissance du schéma corporel qui est très, très, très importante pour la connaissance de soi. Oui. Pour qu'il se reconnaisse lui-même, il reconnaît ses organes et puis les organes de l'autre. Où sont les yeux de maman, où sont tes yeux, où est ton nez, où est le nez de maman. Et le reconnaître aussi sur la poupée. Donc la meilleure manière, c'est le miroir. Exactement, il y a aussi une autre technique, c'est au moment de prendre le bain, donc allez, aujourd'hui on va laver le nez. Il est où le nez? Donc au lieu d'aller directement laver le nez, c'est laisser l'enfant nous montrer où se trouve son nez ou son ventre, et là on le félicite, on le dit bravo, et on répète l'activité à chaque fois quand on prend le bain. Voilà. Il y a aussi une autre activité qui est très importante, c'est les poupées, on en a tous, ou bien des jouets ou des personnages, des figurines. Donc on peut les prendre, comme tout à l'heure vous avez expliqué, docteur, pour expliquer la séparation entre les parents, on peut prendre les figurines et faire des mises en situation journalières. Par exemple, aujourd'hui,
prend Barbie, par exemple, ou autre personnage d'un dessin animé, on le prend, on l'explique. Elle va aller à l'école. Donc, elle va être déposée par sa maman. Maman va partir travailler. Elle viendra récupérer le jouet, qui est un personnage, en fin de journée. Donc, l'enfant, il va se préparer d'aller à l'école ou bien d'aller à la maternelle pour la séparation qu'il va y avoir plus tard. C'est rassurant de faire ces scénarios. Les enfants ont tendance aussi à faire ce genre de choses aussi. Oui. Quand c'est eux qui font, on parle du jeu de faire semblant qui est très, très important pour le développement cognitif parce qu'on parle d'imitation et donc d'un développement de l'intelligence. Très bien. Donc, passons aux enfants qui ont entre 2 ans et 3 ans. Donc, demander à l'enfant de composer ses morceaux de fruits, de les compter aussi, parce que quand on met une assiette, en fait, tout est ludique dans la vie quotidienne. Tout ce qu'on fait avec nos enfants, c'est ludique. Si on lui donne, par exemple, son goûter, demandez-lui de comptabiliser combien de morceaux il en a de fruits ou combien de boutons il en a sur son chemisier. Donc, rassurez-vous, il ne va pas savoir compter tout de suite jusqu'à 100 ou 1000. S'il compte jusqu'à 3, c'est pas mal. Donc, essayons de répéter avec lui. Par exemple, je lui donne 100 yaourts, je fais 1, sa cuillère 2 et je peux donner un mouchoir 3. Allez, répète après moi. Et on fait l'exercice comme ça. De 2 à 3 ans, il va compter jusqu'à 3. À partir de 3 ans, peut-être qu'on va encore avancer petit à petit. Donc, très important aussi à l'âge de 3 ans. Vous avez remarqué que quand on demande au petit « Et tu as quel âge ?» Il va te faire « J'ai ça ». Ou j'ai ça, ou j'ai ça, il ne sait plus en fait l'enfant, il a quel âge. Donc voilà, apprenez à l'enfant à montrer son âge avec ses doigts. Voilà. Donc regardez aussi des livres, c'est très important, on en parle souvent, on ne cesse de le répéter dans notre émission. Les livres sont importants dès le jeune âge. Dès que l'enfant il a 0 âge, essayez de lui avoir des livres autour de lui. Donc même s'il n'est pas capable de lire ou comprendre certaines choses, mais le fait de les regarder, de le feuilleter, donc ça va lui faire de l'exercice et ça va le préparer pour plus tard. Donc on passe aux enfants qui ont 3 à 4 ans. Donc à cet âge, l'enfant peut créer un ami imaginaire. Donc rassurez-vous, messieurs, dames, si vous regardez, si votre enfant il a un ami imaginaire, pas de panique. Normal. Même s'il parle avec lui-même, c'est très important. Voilà. Et parfois, les enfants viennent raconter des histoires qu'ils ont vécues avec leur ami imaginaire et nous, avec notre croyance, on se dit justement, on a peur et on se dit peut-être que ça va, je sais pas, alors on se dit non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, il faut pas le faire. Non, justement, il faut les accompagner et carrément rentrer dans le scénario. Exactement, oui, bien sûr. Laisser la chaise pour l'ami imaginaire pour qu'il prenne la soupe avec nous. Voilà. Carrément. Et ça fait flipper les mamans. Est-ce qu'elle doit laisser la chaise et la place? Oui. Est-ce que je ne vais pas m'asseoir sur l'ami imaginaire? Pour une tranche d'âge précise. Voilà, c'est entre 3 et 4 ans. Si ça dépasse 4 ans, je pense que là, il va falloir demander l'avis de son médecin. Voilà. Et puis, à partir de 4 ans, l'enfant peut identifier la journée, si on est en matinée, en soirée, en après-midi. Donc ça, c'est important de s'identifier dans le temps. Donc, il peut même faire la différence entre un garçon et une fille. Il peut faire aussi la différence entre des objets légers ou lourds. Par exemple, je prends un fruit, un légume, et je lui dis lequel est le plus lourd. Ou je prends d'autres objets, je vais essayer de lui dire allez, quel est le plus lourd. Je lui donne à lui, essayer de toucher, et il va me dire lequel est le plus lourd. Donc ça, c'est des petits exercices qu'on peut répéter tous les jours, et on peut aussi faire des dessins. Même s'ils vont dessiner partout. Voilà, dessiner, c'est très important pour les enfants. Donc, premièrement, on commence toujours par, on a tendance à vouloir bien faire, nous les parents, qu'est-ce qu'on fait? On achète une boîte de 50 couleurs et on la met à la disposition des enfants. Ils ne savent pas s'en servir vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par leur donner uniquement 3 couleurs lorsqu'ils ont entre 3 et 4 ans. Selon des spécialistes, il est important de commencer par des petites quantités de couleurs. Une fois qu'ils vont maîtriser les 3 couleurs, vont se rappeler des noms, on peut passer à autre couleur. Tout à l'heure, en préparant l'émission, on discutait avec Mouna sur le fait d'imposer aux enfants comment tenir un crayon. Donc, il ne faut jamais, vous nous corrigez si on se trompe, il ne faut jamais imposer une manière à tenir un crayon à un enfant. Chaque enfant est libre. Il va finir par apprendre à le tenir d'une manière qui lui convient. Donc, je peux avoir un enfant qui va tenir le crayon de cette manière. Il y a d'autres enfants qui le mettent au milieu de leurs doigts. Et il faut vraiment les laisser libres et essayer rien imposer. Au départ, oui. Mais par la suite, si on veut que notre enfant n'arrive pas, ça serait bien aussi de l'encadrer, de lui expliquer, de corriger. Voilà. En fait, il s'agit d'un geste fin, très habile et très compliqué pour la tenue du stylo et qui ne peut se faire correctement qu'à partir de l'âge 4-5 ans. Voilà. Donc, encouragez d'abord les enfants à l'âge de 3 ans de tenir des crayons et pas des stylos, pas des feutres, pas de longs gadgets et encore des crayons de cire pour qu'ils puissent appuyer. D'ailleurs, notre génération, c'était beaucoup plus les bouts de craie, donc on appuie
Et donc, ça renforce la tonicité de la main. Ensuite, le faire en face de l'enfant et pas en tenant sa main et essayer de corriger sa tenue de stylo. Ça, c'est carrément... Donner l'exemple au lieu de lui imposer une façon. Voilà, exactement. Ça vient progressivement. Voilà. Et il y a aussi une autre chose qu'on aimerait faire en tant que maman, c'est apprendre à nos enfants à écrire à un bas âge. Ça, c'est un peu faux. Donc, quand on a 3-4 ans, l'enfant n'est pas obligé de savoir écrire. Donc, apprenons-lui des petits cercles. Vous vous rappelez lorsqu'on a commencé notre scolarité, on a commencé. Il y en a qui aiment. Déjà, l'enfant n'arrive pas à fermer le cercle et remonter qu'à l'âge de 3 ans. Donc, écrire à 3 ans, il faut lui faire des exercices, il faut lui apprendre à faire des petits cercles, des petits dessins, des gribouillages, tout simplement. Il y a une introduction qui se fait par le sable, c'est-à-dire qu'on ramène un bac rempli de sable et avec notre doigt, on écrit. Et on apprend à notre fils à faire l'alphabet, des petits dessins comme ça. Et lui, il peut voir. Et comme disait le docteur, de la méthode Montessori. Oui, exactement. C'est-à-dire que il y a des étapes, ça m'étonne en fait, parce qu'il va reproduire le dessin ou l'écriture ou n'importe ce que vous faites avec lui. Et c'est plus facile. Et par la suite, on dit tout vient progressivement. Exactement. Mais il y a plusieurs méthodologies qui incitent et facilitent à l'enfant. Voilà. Exactement. Il ne faut jamais aussi une petite erreur quand on aimerait bien corriger. D'après les professionnels, il ne faut jamais imposer aux enfants d'écrire l'alphabet et surtout de mettre un point, par exemple, aller de ce point vers l'autre point pour faire bas ou ta. Ça va frustrer un peu des enfants. Donc, laissez-les vraiment écrire. Là, on passe aux enfants qui ont entre 4 et 5 ans rapidement. Donc, voilà, les enfants, ils connaissent un peu tout. Ils savent faire la différence entre le jour, la nuit, les enfants et tout. Donc, essayons de passer maintenant à la lecture. Donc, quand je dis lecture, c'est les parents qui doivent faire la lecture. Oui, mais même à la lecture, je pense que c'est encore trop jeune pour la lecture parce qu'à 5 ans... C'est les parents qui doivent lire pour les enfants. Donc, on passe à la lecture, c'est les parents qui doivent lire des histoires. Laissez les Wahida pour la rubrique, c'était très intéressant. Alors, un dernier conseil, parce qu'il nous reste à peine 2 minutes, justement. Un dernier conseil aux parents, on n'a pas suffisamment développé, on n'a pas eu assez de temps, c'était un sujet très intéressant, on a eu des appels. Donc, un conseil aux parents, quand est-ce que s'inquiéter et quand est-ce que consulter ? Par rapport à ce qui était important de savoir et de reconnaître les étapes importantes du développement psychomoteur, savoir que ce sont des étapes, des intervalles de temps et pas des temps ponctuels, s'inquiéter quand ça dépasse la limite supérieure de la phase et du stade. Par exemple, ne pas marcher à 18 mois, c'est pas comme ne pas marcher à 4 ans. Donc, au cas de doute ou d'inquiétude, il faut consulter un spécialiste. Voilà. Oui, Khadija ? Pour moi, alors, je dirais que pour les futurs parents, ça serait vraiment très important d'assister à des ateliers, d'apprendre, d'aller chez des spécialistes, puisque maintenant il y en a beaucoup qui incitent, qui font tous des ateliers pour leur faciliter et pour, on va dire, leur faire une introduction dans leur rôle futur de parents. Papa et maman. Très bien. Exactement. Merci en tout cas à vous deux. C'était très intéressant. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet bientôt pour encore plus développer et parler de la suite, parce que après 5 ans, il y a 6-7 ans, et là, c'est autre chose, et d'autres voilà, toute une éducation, l'éducation positive aussi. En tout cas, merci. Exactement. Et encore, merci encore une fois, Dr Kautar Mazouz, vous êtes pédopsychiatre, merci pour votre participation. Avec plaisir. Plaisir partagé comme à chaque fois. Khadija Boukhendarji, vous êtes coach de vie et de conscience. Merci. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Merci Wahida pour ta rubrique. Avec plaisir. On se donne rendez-vous demain pour l'émission Ma famille, ma vie. Et je vous dis bonne journée. Prenez soin de vos enfants et ne vous pressez pas. Tout vient à point à qui sait attendre. Au revoir.